bienvenue dans cette insaisissable review, qui est certes un peu en retard, j'avais des choses à faire ce week-end, mais bref, on commence comme souvent par l'épisode de la semaine, enfin de la semaine passée maintenant, et avec le 10, qui était un épisode plutôt tranquille, mais tout de même très sympa. On commence donc dans le recueillement avec cette prière bouddhique, ou shintoïste, je sais jamais. C'est un sanctuaire shintoïste, je pense, le truc de Yorishige. Mais bon, ça fait des chants bouddhiques, j'ai l'impression quand même. Donc, voilà, bref. Désolé pour ça, si c'est pas juste. Mais bon, cette prière, en tout cas religieuse, en tout cas, est pour les soldats tombés au combat lors de la bataille de l'épisode précédent, hein, dans le village de Nakayama, je pense, ou quelque chose du genre. Tokioki est attristé qu'il y ait eu des morts, mais s'en remet assez vite, car il sait que c'est inévitable s'il veut reprendre le pouvoir un jour. Et ça, je trouve que c'est une belle preuve de maturité. Comme souvent, les décors de scène sont magnifiques, malgré le recueillement, car si c'est très sombre, pour bien illustrer l'ambiance du moment, c'est tout de même assez bien détaillé, avec un effet peinture à la main, vraiment du plus bel effet, je trouve, et les chants religieux sont aussi très bien retranscrits, et tout cela suit à nouveau la case du manga, qui est silencieuse, forcément, c'est un manga. D'ailleurs, en parlant de la case, elle est un peu différente, hein. Bon, c'est un petit détail, mais dans le manga, le lieu où se recueille Tokioki est à l'intérieur, alors qu'ici, dans l'anime, c'est à l'extérieur. Bon, je ne sais pas pour Cloverworks a décidé de faire ça à l'extérieur. Peut-être parce qu'ils avaient encore envie de flex avec leur superbe décor, je ne sais pas. Voilà, ça ne change rien à la scène ni au message que ça veut faire passer. Mais bon, voilà. Comme je dis souvent, cette review est là aussi pour relever les quelques différences que je remarque. Et donc voilà, ici c'est une petite différence mineure, mais voilà. Alors ensuite, Yorishige demande à voir Tokiyuki pour lui avouer qu'il ne voit plus le futur et que cela l'handicape. Du coup, il demande à Tokiyuki de l'aider et retrouver ses pouvoirs. Bon, là, comme ça, dire ça a l'air une mission un peu tout à fait classique, tout va bien. Mais en fait, non, parce que forcément, avec Yorishige, eh ben, ça va partir dans la comédie la plus absurde. Parce qu'évidemment, Yorishige étant Yorishige, eh ben, il va faire des demandes saugrenues, et c'est le pauvre Tokiyuki qui va devoir les exécuter sans pouvoir révéler quoi que ce soit au reste du sanctuaire. Donc vous imaginez bien que ça va pas être des séances, des trucs faciles, ça va être des trucs rigolos et complètement débiles. D'ailleurs, ça gêne bien Tokiyuki, hein, parce qu'il bon, il est plutôt d'un genre un peu réservé quand même. Mais il s'exécute pourtant, comme un bon garçon. Et il est parti alors pour demander plusieurs choses dans le sanctuaire, ce qui est d'ailleurs très fidèle au manga, hein, même si Cloverworks fait ça un peu différemment, c'est un peu l'ordre un peu différent, les endroits sont un peu différents, mais je veux dire, encore une fois, la substance est là, donc ça ne vaut pas très un drame. Mais juste par exemple, il y a un Yorishige photomatique demandant à Tokiyuki de garder le secret, hein, quand il demande, je pense, les orgies à Kojiro et à Ayako. Ou alors Yorishige qui s'enflamme quand il a terminé son plat d'anguille. Tout ça n'est pas dans le manga, mais je trouve que ça reste encore une fois dans l'esprit de Yusei Matsui, hein, donc où je dis c'est plus loufoque, hein, que la case du manga. Mais là, je trouve ça créatif et ça reste bien dans le délire, comme je dis. Donc, alors certes, le manga reste un peu plus sérieux, même malgré c'est quand même la comédie dedans, mais voilà. Encore une fois, Cloverworks va un petit peu plus loin, mais c'est jamais trop loin. Donc moi j'aime bien. Et donc, toute cette petite mission, hein, qu'on appellerait ça des quêtes FedEx dans le milieu du jeu vidéo, n'est-ce pas, bah, ça se termine sur une quête de vêtements de desservante pour que Tokiyuki puisse en faire une poupée de paille. Le petit rajout avec Tokiyuki se camouflant en fétu de paille, c'était amusant, un petit décor comme ça, enfin un petit camouflage. En fait, c'est un peu un camouflage d'enfant et de la comédie, hein, parce que Tokiyuki croit vraiment qu'il est discret, mais bon, un fétu de paille qui se déplace sur un chemin dans la forêt, c'est pas très discret, quoi. Mais voilà, j'aime bien ce genre de petit ajout, ça reste dans la comédie de la scène, et puis voilà, bon, bref. C'est rigolo, et en plus, on pourrait se dire que les détracteurs du jeune seigneur avaient raison, Tokiyuki n'est qu'un homme de paille à la solde de Rishige. Ah oui, un homme de paille parce qu'il est dans un truc de paille, c'est rigolo. Mais bon, revenons à cette poupée qu'ils construisent. Et si vous avez un peu l'esprit mal placé comme moi, vous voyez très bien où ça va mener. Parce que bon, du coup, avec ça, bah, le délire devient de plus en plus spécial, on va dire, hein, et l'entourage de Tokiyuki commence à penser qu'il a des penchants vraiment très étranges pour son âge, et du coup, il imagine faire des choses très déviantes, hein.
D'ailleurs, le plan de l'anime est assez fidèle au manga, même si on consacre encore quelques différences. On dirait que Cloverworks n'a pas voulu vraiment aller à fond dans le délire, dans le délire queer, chaîne et poupée, pour pas dire le mot, parce que j'ai peur que YouTube me strike, hein. On sait qu'il y a des mots qu'on peut pas dire. Mais voilà, ça a l'air un peu plus comédie, on va dire, sur l'anime, alors que dans le cas du manga, bon, Yusei Matsui est vraiment resté dans le thème cuir, chaîne et poupée, et voilà. C'est un peu plus intense, on va dire, j'ai l'impression. Mais bon, du coup, Tokioki entend cette discussion, hein, et bien sûr transit d'effroi et de honte en voyant ce que pensent ses amis et son entourage de lui. Et Cloverworks a d'ailleurs rajouté une scène très amusante avec un Tokiyuki tremblant de peur, mais de façon loufoque et aussi très abstraite comme ça. Il y a tout son visage qui tremble comme une feuille comme ça. On dirait presque le cri de Munch, mais en plus comédie, en plus cartoonesque. Voilà, encore une fois, c'est très réussi, c'est rigolo. Et donc voilà, encore une fois, Cloverworks fait bien son travail, et ça j'aime bien. Mais ensuite, bien sûr, il faut bien se raccrocher au manga. Hein, donc, le plan suivant, on revoit Tokuyuki, c'est la case du manga où il a plutôt une poker face comme ça. Il sourit, mais on sent que derrière, il est en train de mourir à l'intérieur. Donc voilà, encore une fois, c'est très bien foutu. Et il a toujours la même fidélité quand Tokuyuki retourne vers Yorishige en défonçant la porte, là, avec dans une colère très cartoonesque. D'ailleurs, c'est que là qu'on voit que Tokiyuki, en fait, il a un peu de la force quand même quand il veut. Hein. Quand il est vraiment vénère, il casse des portes. Hein. Donc ça va. Et puis il s'est crié quand même. Hein. Encore une fois, Sasayu fait un excellent travail de cri, mais en même temps, on sait que c'est un cri cartoonesque. Donc voilà. Encore une fois, très belle prestation. Ensuite, comme dernière quête, Tokiyuki doit aller au mont Moriya. Et c'est là qu'encore l'occasion pour Cloverworks de nous offrir de superbes paysages enneigés, rendant cette quête plutôt agréable à l'œil. Je ne sais pas qui fait les décors pour des samouraïs, il ou elle ou plus en plusieurs, je ne sais pas, mais franchement c'est des artistes incroyables. Chaque euh, paysage est un chef-d'œuvre. Donc franchement, bravo à vous. Désolé, je ne sais pas qui vous êtes. J'aimerais bien savoir qui vous êtes, mais je ne sais pas. Donc voilà, un petit aparté à part, hein, une aparté à part, ça c'est rigolo. C'est d'ailleurs une belle donc tous ces jolis décors, c'est une belle transition pour le moment poétique de l'épisode, car il en faut bien un peu quand même. Hein. Car quand Tokiyuki arrive à la source où il doit prendre de l'eau, il y trouve Shizuku qui lui dévoile alors, grâce à son pouvoir mystique, les esprits qui habitent ce lieu. On sent qu'on a changé d'ambiance, hein, on n'est plus dans le cartoonesque, le gaguesque et cuir moustache. Mais là, on est dans la poésie et dans le beau, tu vois, donc franchement, c'est magnifique. Cloverworks adapte forcément la pleine page même du manga, mais en version plus large, parce que bon, la case du manga, enfin, c'est pas une case, c'est une pleine page. Là, elle est verticale plutôt, parce que c'est normal, c'est une page de manga. Et ici, c'est plutôt du 16 neuvième, hein, je pense. C'est fini le 4 tiers maintenant, je crois. Et donc, du coup, on a un plan plus large, je trouve, des bestioles. Et je sais pas, ça fait un peu plus aéré, c'est plus sympa, je trouve. Et en plus, ils ont mis une superbe couleur d'un jaune lumineux, mais vraiment, genre lumière dorée, tu vois, lumière de Dieu, entre guillemets, si je peux dire. Et franchement, ça donne vraiment superbe sur la scène. Et on revoit même, c'est dans le manga, mais ils l'ont pas oublié, le sanglier qu'ils ont tué il y a quelques chapitres ou quelques épisodes. Donc voilà, ils ont pensé à ça, c'est rigolo. Et après cet moment poétique, eh bien, on a eu la comédie, on a eu la poésie. Maintenant, il faut la culture, forcément, parce que les samouraïs, c'est un peu tout ça. Ici, donc, on explique alors comment les temples font leur blé, en fait, hein, leur business, hein, en expliquant les trucs divins, et donc du coup, ils reçoivent de l'argent. C'est eux qui expliquent comment va la vie. Et avec ça, ils reprennent la case du manga d'une interview d'un être vivant anonyme, dont l'identité est assurément bien cachée. Alors, on ne sait pas qui c'est. Bizarrement, son nom commence par Y. On ne sait pas bien du tout, mais voilà, j'aime bien qu'ils ont été dans le même délire. Et en plus, forcément, comme ils ont l'audio et l'animation, eh ben ici, ils peuvent trafiquer la voix de ce fameux Y. Donc avec une voix grave, comme on veut anonymiser les voix. Donc voilà, je trouve que ça rend encore la scène plus amusante parce que forcément là t'as vraiment une vraie interview avec les voix trafiquées, le visage
coupé, comme ça on voit pas qui c'est, on sait pas du tout qui c'est, ce fameux Y, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, franchement ça rend encore super bien. Et après toute cette beauté, ce machin, on retrouve une autre sorte de beauté qui sera plus effrayante, parce qu'on part à Kyoto pour retrouver Takoji, qui dessine dans un endroit sombre un Bouddha. Donc tu dis tiens, on voyait pas Takoji si religieux, parce que bon, normalement c'est le super méchant de l'œuvre. Mais voilà, il le fait, et c'est ça qui sert en fait aussi à introduire formellement, parce je crois qu'on l'a déjà vu dans le fond, mais on l'a jamais présenté, le frère cadet de Takoji, Tadayoshi Ashikaga. Hein, Takoji l'appelle parce qu'il pressent une révolution Hojo dans un futur proche. Alors si nous, téléspectateurs, savons qu'en effet, une révolution est en préparation à Suwa, hein, c'est pour ça que Tokiyoki se tape toutes les sessions d'études de Yorishige, mais aussi s'est battu entre guillemets, contre Sadamune et Uchirushien. Mais bon, Takoji, lui, il n'est pas censé le savoir, tu vois. Il sait qu'il y a des Hojo qui se sont cachés en Suwa, mais c'est tout. Mais lui, il se dit, ben non, je suis sûr qu'il y a une révolution qui se prépare et tout ça. T'es là, ok, d'accord. Bon, ce gars, il a une intuition démentielle. Et d'ailleurs, Tadayoshi, le frère, lui dit lui-même qu'il a toujours eu une intuition incroyable. Et en plus, il explique ça dans un flashback. Plutôt sympa, je trouvais. Bon, il n'y a pas eu de grande animation, mais c'est un flashback et c'est un peu raconté comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Donc on voit Tadayoshi et Takoji étant enfants. Apparemment, Tadayoshi avait préparé un super chasse au trésor où même personne ne pouvait le trouver parce qu'il avait fait un super code machin. Et pas de chance pour lui, Takoji il a une intuition, il dit ah ça va être là que ça va se trouver. Et c'était là qu'il a trouvé. Et là, il y a toi voilà rage quand même. Hein, donc c'est ça qui explique donc son intuition. D'ailleurs c'est assez amusant de voir Takoji aussi innocent, aussi mignon si on veut dire. Alors que bon on sait que bon maintenant il a des airs comme ça de beau gosse, mais en fait il est pas laid de l'autre côté là. Donc voilà, je trouvais ça intéressant ce petit flashback. Qui est bien sûr dans dans le manga aussi, hein, mais forcément l'anime l'a un peu étoffé parce que voilà, c'est l'anime, ils peuvent le faire, et ça c'est cool. Et en plus cet esprit effrayant hein, de Takoji, que nous on connaît, mais bon, Tadayoshi le connaît bien aussi, car quand son frère lui demande de venir voir le Bouddha qu'il a dessiné, eh bien on voit que bien Tadayoshi n'est pas rassuré, hein, on sent qu'il y a un truc qui le perturbe là. Et en plus, bon, ce n'est pas dans le manga, mais Cloverworks ici ajoute une scène où Tadayoshi hésite d'abord à rentrer dans la pièce où se trouve le Bouddha qu'il a dessiné, et quand il décide enfin de rentrer dans la pièce, il ressent soudainement comme un frisson de peur et se ravise. Et comme je dis, ça contredit le manga cette fois-ci. Pour une fois, Cloverworks contredit le manga, c'est la première fois. Hein, parce qu'on voit bien que dans le manga, il rentre dans la pièce, il est à côté du Bouddha, il n'a aucun problème dans un sens. Il flippe un peu, mais bon voilà, il est dans la pièce. Mais bon, est-ce que ça a vraiment une grande incidence sur l'histoire? Absolument pas. Cloverworks se dit tiens, on va faire ça comme ça. C'est pas une grande incidence, hein, c'est pas comme si ça allait changer tout le manga. Non, je pense qu'ils ont voulu vraiment insister sur le côté flippant de Takoji. Et moi je trouve que ça marche bien. Parce que franchement, ça renforce son côté effrayant. Parce que bon, Tadayoshi, il n'a pas l'air faible non plus, hein, donc et bon, il vit avec son frère depuis longtemps, donc normalement il est censé être habitué, mais non. Apparemment, il est quand même très, il est très aussi très effrayé. Donc voilà, moi je trouve que c'est une mise en scène qui contrôlait le manga, mais c'est acceptable, surtout avec la musique qui allait avec, qui était très angoissante. Franchement, ça en rend encore, je veux dire, Takoji encore plus redoutable qu'il est dans le manga. Et donc voilà, c'est ce genre de trucs qui ne contredit rien de vraiment important. Moi, ça me dérange pas que le Cloverworks le fasse. Mais bon, tant qu'en lisant le manga, Cloverworks n'oublie pas d'adapter le manga quand même, avec la case où l'on voit le Bouddha entouré par une bête noire et démoniaque, pour ainsi finir de montrer le côté monstrueux de Takoji, d'une bien effrayante façon. Ce plan large de la bête sublime vraiment la pleine page, déjà excellente du manga d'ailleurs, parce qu'encore une fois, l'anime peut faire du 16 neuvième, donc et je pense qu'il s'est un peu reculé comme ça, donc franchement ça montre vraiment toute la bestiole qui entoure le Bouddha,
Et avec la couleur en plus, faut admettre que ça rend vraiment vachement mieux. Donc voilà, ça fait toujours plaisir que le manga soit sublimé par Cloverworks une fois de plus. Mais après toutes ces frayeurs, on revient à Sua, où Yorishige retrouve enfin ses pouvoirs divins, et où Cloverworks nous ravit avec ses paysages encore toujours superbes. Ça n'arrête pas. Il y a ensuite un passage avec Tokiyuki se retrouvant dans le Tokyo actuel, ce qui est plutôt surprenant vu les 700 ans d'écart quand même. Donc il y a quand même une dissonance chronologique. Mais c'est intéressant, je trouve, car encore une fois, c'est différent du manga. Hein, le manga se contente, entre guillemets, hein, parce que c'est un manga, hein, il ne peut pas tout faire. T'as juste un Tokiyuki habillé, on va dire, avec des vêtements modernes, avec un capuchon, alors qu'ici, il y a plusieurs plans sur Tokiyuki, même sur Shibuya, tout ça, franchement ça donne bien. Encore une fois, ça gêne pas. Donc pour un nouveau changement mineur, Yorishige demande à Tokiyuki de profiter de son époque, hein, parce qu'il a fait tout un blabla là-dessus. Et ben, ils se lancent tous les deux dans une bataille de boules de neige, plutôt sympa et joyeuse. Hein. Je trouve qu'encore une fois, avec les images, la musique, tout ça, c'est très sympathique. Mais dans le manga, c'est juste du patin à glace. Donc tu vois, il y a encore une différence qui, encore une fois, ne change absolument rien à l'histoire. Hein. Mais bon, comme je suis là pour mettre les différences, et j'aimais bien aimer ce parti pris de Cloverworks qui a décidé de faire une bataille de boules de neige. C'est plutôt sympa. Mais je pense aussi qu'ils ont fait la bataille de boules de neige parce que c'est du coup, il pouvait y avoir une discussion entre les deux personnages et ainsi déclamer tout ce qu'il y avait à dire dans le manga. Parce que c'est l'avantage du manga, c'est que tu peux mettre quand même vachement plus de dialogue sur une page que sur un plan d'anime. Ensuite, pour la fin de l'épisode, Tokiyuki demande à Yorishige de rétablir la vérité sur les supposées déviances du jeune garçon, et se met donc en scène de manière très surprenante, car si dans le manga, il ne semble que câliner la poupée de paille, hein, confectionnée par Tokiyuki, hein, tout ça pour montrer qu'en fait c'était pas Tokiyuki qui était décadent, mais c'est Yorishige, eh bien dans l'anime il se fait fouetter avec ardeur. Oui, il se fait fouetter. Alors je sais pas pourquoi Cloverworks a décidé que ça devait être ça. Encore une fois, ils ont été plus loin que Yusei Matsui, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Si ça m'a surpris quand même, parce que je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Ça m'a bien fait rire aussi, hein, parce que c'est complètement loufoque. Et bon, comme d'habitude, Cloverworks ne rate pas une occasion de bien délirer. Même celui-là, ils y vont loin quand même. Hein. Le pauvre Yorishige qui se fait fouetter pendant, en 3 secondes, 3-4 secondes, sous les regards médusés de son entourage. C'est assez rigolo. Mais du coup, c'est là-dessus que l'épisode se termine, tout comme cette review, logiquement. Je dirais juste que j'ai beaucoup apprécié cet épisode, un passage très tranquille du manga, mais Cloverworks a fait un bon travail pour le rendre passionnant du début à la fin, je trouve. Moi, j'étais en kiff du début à la fin, même si effectivement il se passe pas grand-chose. Hein. C'est pas non plus. Mais là, il y a après la bataille avec Yusei Matsui, il faut toujours un moment calme, et après ça va repartir, il n'y a pas de souci. Du coup, là-dessus, moi je vous dis à la semaine prochaine pour malheureusement l'avant-dernier épisode. Hein, c'est triste. Avant, je ne sais pas combien de temps, parce que selon certaines sources officieuses, ce serait une saison en 2 cours, donc 12 et 12 épisodes. Donc, il y aura peut-être 12 épisodes qui vont arriver, mais bon, ce sera certainement pas avant 2025. Ben, j'espère honnêtement, parce que sinon, vu tout le travail qu'a Cloverworks, s'il y a une saison 2, ce sera peut-être pas avant le retour de l'anime Hunter x Hunter. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, au revoir.